chef de l'État de s'opposer à l'oligarchie financière euro-atlantiste. Pourquoi? Parce que le président de la République est devenu un super Premier ministre. Enfin, un super. Est devenu un Premier ministre, en fait, qui n'a plus le temps de réfléchir à la stratégie. Il est élu pour 5 ans. Il se marche sur les pieds avec le Premier ministre. Du coup, le Premier ministre lui-même n'est plus qu'un directeur de cabinet sans autorité. On l'a bien vu, M. Ayrault, c'est tout juste si on se rappelle qu'il existe, et comme M. Fillon. Pour ceux d'entre vous qui ont mon âge ou un âge plus vénérable encore, et qui se rappellent ce qu'était, moi j'étais enfant dans les années 60 et adolescent dans les années 70, Georges Pompidou, bon, j'étais encore gamin, mais je sais pas, Raymond Barre, c'était quelqu'un qui avait du poids, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Il avait du poids par rapport à... Il y avait Giscard et puis il y avait Raymond Barre. De même Mitterrand, dans les débuts, Pierre Mauroy ou Laurent Fabius, c'était quand même des gens qui avaient de l'autorité. Mais maintenant, Fillon et Ayrault, c'est tout juste si on sait qu'ils existent encore. Quelle est la durée du mandat du président des États-Unis d'Amérique? La réponse est 4 ans. D'ailleurs, c'est aussi la volonté de singer les États-Unis qui nous ont fait passer de 7 à 4, puisque Sarkozy en a rajouté une louche. Maintenant, un président de la République ne peut pas être ne peut pas être réélu plus d'une fois. Il ne peut faire que 2 mandats. C'est le système américain. Quelle est la durée du mandat du président de la République française? 5 ans maintenant. Mais quelle est la durée du mandat du président de la Banque centrale européenne? Au moment du traité de Maastricht, on nous a dit il faut que le président de la Banque centrale européenne ait le temps de la réflexion stratégique. Il faut qu'il ne soit pas soumis aux pressions des uns et des autres. Donc il faut qu'il ait une longueur de mandat. Il a 8 ans. Les mêmes qui nous disaient qu'il fallait que le président de la BCE ait 8 ans nous expliquaient qu'il fallait que le président de la République française, 7 ans c'était beaucoup trop, il fallait passer à 5. Pourquoi pas à 6 mois? C'était d'ailleurs ce qui se passait sous la 4ème République. Le président de la République à l'époque n'existait, n'a été inauguré les chrysanthèmes, et il y avait des crises politiques constantes, donc il n'y avait plus d'action gouvernementale. Donc quand il n'y a plus d'action gouvernementale, ce sont évidemment les forces privées qui prennent le dessus. Et quelle est la durée du mandat des présidents de Goldman Sachs, de JP Morgan, des grands groupes financiers? Quelle est la durée du mandat de M. David Rockefeller? À vie, illimité. Ah, on commence à comprendre ce qui s'est caché derrière l'affaire du quinquennat. Tous les dirigeants politiques occidentaux ont désormais des agendas frénétiques qui les empêchent de prendre le temps de la réflexion stratégique. Et cela pour le plus grand profit de l'oligarchie financière et des marchés financiers qui, eux, sont illimités. Moi, je l'ai vu en étant en cabinet ministériel. Un ministre est nommé ministre, il arrive, prend ses fonctions dans son bureau, en général, les administrations faisant leur travail, il découvre, alors ça dépend du ministère, enfin, ministre des Finances, Premier ministre, etc., découvrent sur leur bureau à peu près, je sais pas moi, 3 mètres de dossiers. Et tous les dossiers qui sont en cours. Et puis, ils découvrent également l'agenda. Donc, alors, monsieur le ministre, donc après-demain, il y a le sommet européen, machin chose, à Coblence. Dans 3 jours, il y a le sommet Eurogroupe ici. La semaine prochaine, vous avez, c'était prévu de longue date par votre prédécesseur, il y a le Premier ministre argentin, la présidente de l'Argentine, pardon, Madame Kirchner, et puis après ça, vous avez le ministre de l'Industrie japonais, et puis alors le lendemain, vous aurez le ministre de l'Industrie chinois, c'est très important pour nos intérêts, et puis le russe. Après ça, vous partez, il était prévu de faire une visite en Languedoc-Roussillon, etc. C'est comme ça que ça se passe. Et regardez ce qui s'est passé avec François Hollande. Le pauvre. Il est arrivé, je le rappelais l'autre jour, il a été élu, il prend ses fonctions un mardi sous une pluie battante. Vous vous rappelez la scène? Moi j'ai fait des saisies d'écran parce qu'il faudra un jour... Il aurait dû mettre des essuie-glaces sur les lunettes. Vraiment. Il a été trempé jusqu'à l'os, c'était le mardi. Le jeudi, il prenait l'avion pour aller se rencontrer même pas le jeudi, je crois que c'était le mercredi, dès le lendemain soir, il allait se rencontrer le jeudi avec le président Obama pour faire à Camp David, puis ensuite participer au sommet de Camp David qui commençait le vendredi.
il a eu moins de 48 heures pour se retourner, pour préparer ce truc-là. C'est dingue. C'est comme... Et vous êtes nommé président de la République, dans 48 heures, vous allez voir Obama. Vous savez, vous en savez autant que Hollande. Hein. Donc, en réalité, on met les gens... Et qu'est-ce que font tous ces gens? Je l'ai vu de mes yeux vus. Ce ne sont pas des héros, si, sauf le Premier ministre. Ce ne sont pas des héros, ce sont des gens normaux. Et eh bien, ils sont incapables. Parce que c'est avec le temps qu'on commence à avoir... Moi, je suis plus compétent que je ne l'étais il y a 15 ans. Quand j'ai commencé à entrer en cabinet ministériel, j'ai vu des choses, j'ai de l'expérience. Quand vous débarquez, vous avez peur de mal faire. Hein. C'était la photo que je montrais hier, avec Obama qui mettait sa main sur la papate de Hollande, et Hollande qui demandait « Est-ce que je peux aller faire pipi ?» Donc c'est comme ça que les choses se passent. Donc en réalité, cette affaire de quinquennat, loin d'améliorer le système de la démocratie en France, je ne dis pas que, bon, a plutôt contribué à accélérer ce phénomène de frénésie des agendas et donc de disparition de toute réflexion stratégique. L'article 15. Le président de la République est le chef des armées. Je l'ai mis en orange, pas en rouge, parce que c'est encore vrai. C'est encore vrai, mais c'est dénaturé. C'est dénaturé depuis que la France a fait la réintégration entière dans l'OTAN, à la décision de Nicolas Sarkozy, qui d'ailleurs n'est en définitive que l'application, il a tiré la conséquence. Nicolas Sarkozy, dès qu'il s'agissait d'aller subordonner la France aux intérêts américains, il était là. Vous vous rappelez ? Dès qu'il s'agissait d'être le plus vassal possible de Washington, Nicolas Sarkozy pointait la douane. Moi, je veux. Mais il y a objectivement l'article 42 du traité sur l'Union européenne qui subordonne la défense de l'Union européenne à l'Alliance atlantique. Il faut le lire. Donc, toutes les grandes décisions, en fait, stratégiques, toute notre réflexion géopolitique, notre intervention en Libye, ou notre intervention, ce qui se passe actuellement, enfin ce qui se passait, parce que ça tourne, semble-t-il, assez mal pour le camp occidental, en Syrie. Bon, ben tout ça, c'est pas ce pauvre Hollande, hein, qui l'a décidé. En réalité, tout ceci a été dénaturé, même si le président de la République est toujours en effet le chef des armées, il n'est plus désormais qu'une courroie de transmission. L'article 20 porte, c'est du titre 3, sur le gouvernement. Le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Là aussi, c'est pareil, formellement, c'est toujours vrai. Mais en définitive, c'est là aussi non seulement dénaturé, mais ridiculisé. D'abord depuis l'adoption du quinquennat. Il y a de plus en plus de pouvoirs qui ont été transférés à Bruxelles, à la Commission, à Francfort, à la BCE, à Washington pour les questions géopolitiques et militaires, et à Luxembourg pour tout ce qui est la Cour de justice de l'Union européenne. Donc de plus en plus, on commence à se battre les flancs dans les palais nationaux. Et en plus de ça, le président de la République et le Premier ministre sont sur le même créneau. Ils sont là pour 5 ans. Il est vrai que M. Hollande pourrait se défaire de M. Ayrault et nommer je ne sais pas qui à la place. Nicole Bricq, par exemple. Ceci a transformé la nature même de la République, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Le président de la République, maintenant tout le monde a compris que c'était lui quand même qui décidait, si tant est qu'il a décidé des choses. Le gouvernement maintenant, en fait, le Premier ministre n'est que le simple directeur de cabinet du président de la République. Il y a d'ailleurs eu un petit couac, là, vous l'avez peut-être vu récemment, où on a vu le Premier ministre qui a fait un discours qui était un pur copier-coller de celui du président de la République à Singapour. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Bah oui, parce qu'en fait, c'est d'ailleurs plutôt pas mal, pour le coup, qui ne se contredisent pas. Mais enfin, ça fait un peu mauvais genre de voir qu'il annonce le discours même du président. L'article 21, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement, même cause, même effet. L'article 34 porte des rapports entre le Parlement et le gouvernement. La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, la liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias. Bon. C'est gravement menacé, d'une part par les orientations européennes visant à appliquer l'équivalent du Patriot Act en Union européenne. Je renvoie, je l'ai dit en préambule à cette conférence, à ma conférence qui s'appelle l'Europe sécuritaire, où l'on voit que désormais la loi française n'accorde plus aucune, j'exagère,
mais que c'est gravement menacé, comme je l'ai écrit, pour l'exercice de nos libertés publiques, puisque de plus en plus d'injonctions venues de Bruxelles remettent ceci en cause, que ce soit la multiplication ad infinitum du nombre de caméras de surveillance à travers tous les pays de l'Union européenne, en particulier de la France, que ce soit des lois liberticides ou en tout cas très suspectes comme la prorogation continuelle de l'état de Vigipirate. Ça fait 6 ans que nous sommes continuellement avec un plan Vigipirate. Hein, paraît-il que nous sommes en état de menace. Enfin, j'en parle dans ma conférence sur l'Union européenne. Même en l'absence de menace, c'est encore plus grave. Et puis, la surveillance généralisée par index, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, le mandat d'arrêt européen, c'est-à-dire que désormais, au sein de l'Union européenne, il n'y a plus de procédure d'extradition. Désormais, les extraditions se font automatiquement avec le mandat d'arrêt européen, ce qui est très gravement attentatoire à un principe fondamental qui était apparu avec l'Europe des Lumières, qui était pour protéger les libertés des gens de savoir, vous savez, quel était le processus d'extradition. Si vous arrêtez quelqu'un dans un pays à la demande d'un État étranger, le processus d'extradition, le fruit d'une longue expérience héritée des siècles passés, premièrement, on vérifiait s'il s'agissait bien de la bonne personne demandée par l'État étranger. Deuxièmement, on vérifiait qu'est-ce qu'on lui reprochait. Qu'est-ce que lui reprochait l'État étranger. Ça, c'est un juge français qui vérifiait qu'est-ce que vous lui reprochez au juge. Donc, voir la liste. On vérifiait si ces incriminations existaient dans le code pénal français. Par exemple, des communistes espagnols se réfugiaient en France. Si le régime de Franco avait demandé son extradition, la France n'accordait pas l'extradition, puisque justement, le fait d'être communiste en France n'était pas passible des tribunaux, à la différence de ce qui était sous l'Espagne de Franco. Donc on vérifiait si l'existence de c'était des crimes qui existaient dans notre droit positif, et puis il y avait également, on vérifiait quelle était la peine encourue. En particulier, si on envoyait quelqu'un à la peine de mort, en général, il n'y avait pas d'extradition, de façon certaine. On n'envoyait pas quelqu'un se faire tuer. Donc ça, c'était des principes, pas seulement la France, mais des principes très protecteurs du droit des libertés publiques. Et bien maintenant, ça n'existe plus. Donc ça veut dire que lorsque, par exemple, en Lettonie ou en Lituanie, vous savez, ces pays de l'Union européenne où l'on glorifie les Waffen-SS, ou bien des pays comme l'Espagne, ou des pays ou d'autres pays où nous n'avons pas, contrairement à ce que l'on affirme, nous n'avons pas les mêmes valeurs, et bien désormais, il n'y a plus de procédure d'extradition. Donc un certain nombre d'avocats, vous savez, sont très inquiets de ces évolutions. En attendant, l'article 34 est donc très gravement menacé. La liberté, le pluralisme et l'indépendance des médias, je ne vous fais pas un dessin. L'extrême concentration de la presse et des médias français est un vrai scandale. Il n'y a en fait aucun pluralisme réel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez la gentillesse de venir nombreux un samedi soir m'écouter. C'est parce que vous avez compris, en gros, que ce que l'on vous raconte dans les médias, quels que soient les médias, c'est à peu près la même chose, et qu'en plus c'est pipeau et du bidon à peu près dans 98% des cas. La loi, l'article 34, précise que la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale. Donc, je rappelle l'article 88.2 introduisant le mandat d'arrêt européen, je viens d'en parler. Article 88.2 qu'on va voir plus loin. La loi fixe les règles sur l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. C'était l'application, vous vous rappelez, de l'article 14, je crois, de la Déclaration des droits de l'homme dont je parlais en préambule, c'est-à-dire que c'est le peuple qui décide des contributions publiques librement. Eh bien, ceci est complètement dénaturé, notamment par l'article 121 du TFUE sur les GOPÉ, comme je le disais tout à l'heure, et encore plus, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, par le TSCG, les règles, vous savez, la règle d'or, les équilibres budgétaires qui sont imposés par l'Allemagne et qui sont d'ailleurs absurdes, c'est absurde, hein, de postuler qu'on va faire un équilibre budgétaire, c'est une absurdité économique. Vous savez pourquoi ? Parce que vous savez qu'un État, à la différence d'un ménage, n'a pas de ressources fixes. Les gens qui disent il faut par la loi interdire le déficit sont des gens qui ne savent pas comment fonctionne l'économie. Ils confondent un État avec un ménage de salariés. Si vous avez un ménage de salariés, monsieur gagne 2 500 € par mois, madame gagne 2 000 € par mois, ça leur fait 4 500 € à eux deux. Bon. S'ils dépensent entre leur loyer, leurs vacances, leur habillement, nourrir les enfants, l'éducation, et ci et ça,
S'ils dépensent 5 000 euros par mois, avec les impôts en plus, eh bien, ça leur fait un déficit de 500 euros par mois. Et donc, au bout de 5 ou 6 mois, ils ont dépassé leur plafond de découvert et là, le banquier dit, là, il y a un petit problème. Hein. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est très simple. Quand vous êtes un ménage de salariés, vous taillez dans vos dépenses. Voilà. Donc, vous achetez un peu, vous partez une fois ou 2 fois de moins en week-end, vous ralentissez l'achat de le renouvellement de la garde-robe, et puis voilà. Et au lieu de dépenser 5 000 euros, vous allez dépenser 4 300 euros par mois, vous n'allez plus aller au restaurant, vous repassez dans le vert. Alors ça, les gens comprennent ça. Mais pourquoi ça marche? Parce que on part du principe que le monsieur gagne toujours 2 500 euros et madame gagne toujours 2 000 euros. Donc s'ils diminuent leurs dépenses, ça va les faire repasser dans le vert. Maintenant, un État, ça fonctionne pas du tout comme ça, puisque les ressources d'un État, c'est la fiscalité. Les principales ressources en France pour l'État, c'est l'impôt, par ordre de grandeur, la TVA, l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur le revenu des particuliers et les taxes sur les produits pétroliers. En gros, les taxes locales vont pour les collectivités locales. Donc, c'est ça qui fait les ressources d'un État. Si vous diminuez le nombre de fonctionnaires, si vous coupez les dépenses publiques, c'est la politique qui est suivie quand même maintenant depuis 20 ans en France. Hein. Et vous avez peut-être remarqué que plus on coupe dans les dépenses publiques et plus le déficit s'accroît. Et à chaque fois on dit oui, ces énarques, ces fonctionnaires, ils vivent de façon sardanapalesque. Il faudrait peut-être se poser la question, est-ce que c'est pas un peu plus compliqué que ça? Si vous supprimez les fonctionnaires, si vous ne dépensez plus, si vous coupez dans toutes les dépenses publiques, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les gens qui étaient fonctionnaires ne le sont plus, ils sont donc au chômage, ou ils n'ont pas d'emploi, donc qu'est-ce qu'ils font? Ils ne dépensent plus. Ou beaucoup moins. Donc la consommation des ménages va baisser. Donc la TVA va s'effondrer. Comme la consommation des ménages va baisser, les entreprises vont moins vendre. Elles vont donc faire moins de bénéfices, donc l'impôt sur les sociétés va s'effondrer. Comme ces gens auront beaucoup moins d'argent, ils ne vous paieront plus d'impôt sur le revenu, donc l'impôt sur le revenu va s'effondrer. Et en plus de ça, ils n'auront plus d'argent pour partir en week-end, donc ils n'achèteront plus d'essence, donc les taxes sur les produits pétroliers vont s'effondrer. Et au bout du compte, et c'est tout le génie de l'économiste Keynes en 1936 avec sa théorie sur la monnaie, ça a été la révolution de la pensée keynésienne en 1936, qui a montré qu'un État en situation de quasi-récession, qui prétend vouloir revenir à l'équilibre budgétaire en coupant dans ses dépenses, s'enfonce. Puisque plus il va couper dans les dépenses budgétaires, et plus les recettes vont diminuer encore plus vite. Et donc, au bout du compte, non seulement il aura coupé dans les dépenses budgétaires, mais il aura un déficit qui va s'accroître, contrairement au bon sens. Le bon sens ferait penser qu'il suffit de couper dans les dépenses pour revenir dans le vert. Keynes a montré que si on coupe dans les dépenses dans ce genre de circonstances, on aggrave le déficit. C'est exactement ce qui se passe en France depuis maintenant au moins une vingtaine d'années. Moi, j'étais directeur de cabinet sous Juppé I. Monsieur Juppé avait donné comme instruction tous les budgets de tous les ministères, moins 8%. C'était en 1995. 18 ans après, il n'y a plus rien à dépenser dans les ministères, on est à l'os, on ne remplace plus les fonctionnaires et nous avons un déficit qui est de plus en plus important. Il faudrait quand même se poser des questions. Excusez-moi pour cet incident qui n'a pas de grand rapport avec la conférence, mais que je crois important, parce que là aussi, tout débat sur cette question est interdit. Et je vous dis ça parce que l'idée même de dire il suffit de prendre une loi en disant on ne va plus faire de déficit, c'est à peu près comme si on prenait une loi en disant à partir d'aujourd'hui, j'interdis qu'il pleuve. Parce que ça ne dépend pas des pouvoirs publics. Si vous coupez dans les dépenses, c'est pas vous qui allez décider derrière chaque Français ce qu'ils vont aller consommer. C'est pas vous qui êtes derrière les 40 millions de ménages à dire qu'ils vont aller là, ils vont aller là, ils vont manger ci, ils vont s'acheter ça, ils vont se chausser comme ci ou comme ça. Donc vous êtes spectateur aussi de vos décisions. Si vous prenez des grandes décisions macroéconomiques, vous êtes spectateur de ce qui se passe ensuite. Alors l'article 34 fixe également le régime d'émission de la monnaie. Évidemment, c'est violé, pas besoin de faire un dessin, par l'existence même de la Banque centrale européenne, de l'eurosystème et de l'euro.
Donc cet article 34, vous voyez, violer, dénaturer, violer, dénaturer, violer, 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 dénaturer, ridiculiser. Tous les articles les uns après les autres, quand même. L'article 35. La déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. Ah, je suis désolé, c'est violé désormais quasi systématiquement. Avant, comment ça se passait? Il y avait un débat au Parlement pour savoir si l'on allait déclarer la guerre. Maintenant, ça n'existe plus. Hein. On commence par bombarder, puis alors il y a en général, alors si c'est un gouvernement de droite, il y a l'opposition de gauche qui, 3 semaines, 2 mois après, dit « mais ce n'est pas normal, il n'y a pas eu de débat au Parlement ». Bon. Et puis si c'est un gouvernement de gauche, alors c'est l'opposition de droite qui dit, alors là, 8 mois après, c'est pas tout à fait normal, il n'y a pas eu de débat au Parlement. En tout cas, tout ceci est violé viole l'article 35, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Libye, les interventions, enfin les manœuvres de déstabilisation en Syrie, l'opération au Mali, il n'y a pas eu de débat préalable au Parlement. Il n'y a pas eu d'autorisation par le Parlement. D'ailleurs, il n'y a plus de déclaration de guerre. Ça, encore mieux. Ce qui, au passage, viole le droit international public, notamment la Charte des Nations Unies. Alors on en arrive à un moment qui m'est cher dans cette analyse de notre Constitution, c'est l'article 68, avec l'avant-après des lotions capillaires. Vous avez dans la colonne de gauche la version d'origine voulue par De Gaulle, et vous avez dans la colonne de droite la nouvelle version voulue par Nicolas Sarkozy. Dans la version d'origine de la Ve République, la Haute Cour, l'ancien article 68 disait « Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les 2 assemblées, statuant, etc., etc. » Dans la version sarkozyste, cet article a été remanié, curieusement, et chose très curieuse, on a retiré le mot de haute trahison. Le président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Que des manquements à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, vous voyez que c'est d'un flou extraordinaire. Est-ce que M. Strauss-Kahn, étant devenu président de la République, aurait été destitué parce qu'on aurait jugé que la façon dont il prend des douches au Sofitel de New York est manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat? En attendant, vous me permettrez de faire remarquer qu'il faut avoir une idée derrière la tête pour faire ce genre de modification. On a supprimé l'incrimination de haute trahison. Cette incrimination de haute trahison du président de la République a été retirée de la Constitution de la République par la loi constitutionnelle 2007-238 du 23 février 2007, quelques semaines avant l'élection de Nicolas Sarkozy. C'était encore sous Chirac, mais Chirac qui savait déjà que Nicolas Sarkozy allait être élu président de la République, et à la demande de celui-ci. Il faut quand même avoir une drôle d'idée derrière la tête pour faire supprimer ça. Non, vous ne trouvez pas? Et on poursuit l'article 68. Dans la version gaullienne, cet article était relativement sobre. Dans la version chiraco-sarkozienne, il y a tous des dégagements, la haute cour, etc. Elle statue dans un délai d'1 mois, bulletin secret. Alors là, on ne manque pas de luxe de détails. Savoir quelle est l'incrimination, les manifestement incompatibles avec les devoirs de sa fonction, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais alors après, on vous fait tout un bins sur la façon dont tout ceci va s'organiser, mais c'est des décisions, il faut statuer dans un délai d'1 mois, enfin vous voyez le genre. Et puis on continue. Et ça, c'est, je pense, le fleuron de cette conférence. Dans l'ancien article 68, version de Gaulle, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de fonctions
dans l'exercice de leurs fonctions et qualifier crimes ou délits au moment où ils ont été commis. La procédure définie ci-dessus leur est applicable, c'est-à-dire celui de la haute trahison, ainsi qu'à leurs complices dans le cas de complot contre la sûreté de l'État. Et dans la version chiraco-sarkozyste, les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Et ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Donc tout ceci, hop, est passé à la trappe. Alors moi, ça me laisse rêveur, enfin cauchemardeur aussi. Ça me laisse rêveur, parce que dans la version de Charles de Gaulle, il était question de complot contre la sûreté de l'État. Alors maintenant, vous êtes dans un univers de « Oh, vous êtes un complotiste !» Mais vous croyez que le père de Gaulle, il était débile ou quoi? Que les constitutionnalistes de 1958, d'ailleurs, l'incrimination de complot contre la sûreté de l'État remontait à bien avant. Vous croyez que c'était des gens qui fantasmaient? De Gaulle était un grand fantasmeur, c'est ça? Non, c'est que l'expérience historique et la connaissance de Gaulle, qui était un vrai chef d'État, savait que ça peut arriver, que dans la vie des nations, il y ait des complots de membres du gouvernement, notamment, ou du président de la République, contre la sûreté même de l'État, c'est-à-dire contre notre France. Et c'est ceci qui a été retiré. Supprimé, cette incrimination de complot contre la sûreté de l'État a été retirée de la Constitution de la République, en fait, par la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, dans la foulée de la ratification du traité de Maastricht. Ça veut donc dire que ceux qui ont appelé à voter oui à Maastricht ont jugé nécessaire de toiletter, comme on dit, on fait le ménage. Oh, c'est un simple toilettage, vous diront les journalistes. Oui, oh, non, mais non, Arlette Chabot, mais c'est pas la peine d'en parler, vous savez, les téléspectateurs n'y comprennent pas. C'est un simple toilettage de la Constitution. Ah bien, très bien, merci beaucoup. Et maintenant, nous passons à Koh-Lanta. En réalité, ils ont paré au truc parce que, en définitive, le traité de Maastricht était en effet un complot contre la sûreté de l'État. Que disent de cette suppression tous les européistes qui brocardent ce qu'ils appellent les amateurs de complot? Bien entendu, on dit, ah bon, lui, alors que l'Europe, les États-Unis, tout ça, c'est un amateur de complot. C'est la seule réponse. Moi, j'aligne les citations, les références, les citations tirées aux meilleures sources, les présidents des États-Unis, les ci, les ça. La seule réponse, oui, c'est un amateur de complot. Ben là, c'est encore un amateur de complot, sans doute. Hein. Voilà. Il n'y avait pas eu de complot, probablement. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils l'ont enlevé. On en arrive au titre 15. Alors, ce titre 15 n'existait pas. Je signale d'ailleurs que dans la version de la Constitution voulue par De Gaulle, il était question d'un titre qui traitait de la communauté et qui prétendait faire, en fait, une communauté avec les pays des anciennes colonies françaises devenues indépendants. Un peu sur le modèle du Commonwealth. Il y avait d'ailleurs prévu, dans la Constitution de 1958, un Sénat de la communauté, où se réunissaient des représentants de la France, mais de tous les pays nouvellement indépendants. Ce qui donnait de la France une puissance à vocation universelle, et ce qui donnait de la France, qui tissait de la France des liens avec des pays avec lesquels nous sommes en effet proches, que ce soit les pays du Maghreb, les pays d'Afrique francophone, ou certains autres pays de la Caraïbe ou du Pacifique. Parce que l'histoire nous l'a légué, parce que la langue française est l'un de nos points communs, parce que les phénomènes démographiques, migratoires, commerciaux, financiers font que la France est beaucoup plus proche, quoi qu'on en dise, de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, de Haïti, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, etc., plutôt que de la Lettonie, de la Lituanie, de Chypre, de la Slovaquie, de la Slovénie, voilà. Donc c'était assez logique. Alors, dans le même moment qu'on a viré ça, alors c'est vrai que ce titre est tombé en désuétude, puisque dans les années 60, dans la vague des décolonisations, un certain nombre de pays ont dit que ce sont des traces de colonialisme, on ne veut plus de ça, etc. Donc,
en réalité, le truc était tombé en désuétude. Mais il continuait d'exister dans la Constitution. En revanche, ce qui a été décidé sous Sarkozy, on a viré tous ces articles et on a mis à la place l'Union européenne. Ce qui veut donc bien dire que c'est un choix stratégique, géopolitique au sens le plus puissant du terme. Hein. Nous avons décidé, enfin pas nous, pas vous, il a été décidé que la France devait se couper des pays avec lesquels nous avons des liens, dont ce plus important qu'avec le reste du monde. Nous avons aussi des liens avec le reste du monde, bien sûr. Mais que la France a fait le choix de se couper de ces pays, que l'on laisse, que l'on rejette dans les ténèbres extérieures du choc des civilisations, pour prétendre faire alliance avec le monde blanc, selon le schéma d'apartheid masqué que représente la construction européenne et dont je parle dans ma conférence sur la dictature qui se met en place. C'est la raison pour laquelle nous avons eu ces articles nouveaux qui ont été introduits. L'article 88.1, la République participe à l'Union européenne, constitue d'États qui ont choisi librement d'exercer en commun certaines de leurs compétences. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis choisi librement, puisque justement, les Français ont dit non. Les Néerlandais aussi, d'ailleurs. Quant aux Anglais, on leur a même pas demandé leur avis. Bon. Donc c'est pas du tout choisi librement, qui ont été forcés de choisir, d'exercer en commun certaines de leurs compétences, en vertu du traité sur l'Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne tel qu'il résulte du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007. C'est une incohérence et une insécurité juridique totale. Cet article a été d'ailleurs créé puis modifié 5 fois en 20 ans, c'est-à-dire une fois tous les 4 ans en moyenne, pour tenir compte justement de la signature du traité de Maastricht. On voit bien que cette espèce de mouvement vibrionnaire, de mouvement brownien de notre texte constitutionnel montre que la boussole s'affole, que le traité de Maastricht, en fait, est complètement incompatible avec le principe même de République française. Donc, on a une espèce d'échafaudage de textes absurdes. Cet article 88.1, il y a eu une première mouture le 26 juin 1992, avant le traité, puis une nouvelle mouture le 28 juillet 1993. À chaque fois, la Constitution a été changée. Puis une nouvelle mouture le 2 mars 2005, en prévision de la Constitution européenne, qui d'ailleurs a été refusée. Puis le 6 février 2008, pour tenir compte du traité de Lisbonne, qui a avalisé tout le texte de la Constitution européenne refusé par les Français, et de nouveau a été modifié le 1er décembre 2009. Par ailleurs, par sa nature même, cet article est contradictoire avec tout ce que j'ai dit préalablement. Hein, l'article 1, 2, 3, 4, 5, 21, 20, 21, 34. Je l'en ai parlé préalablement. J'ai montré en quoi, justement, la construction européenne était incompatible. Donc, en fait, nous avons un texte qui est devenu incohérent, hein, et avec une insécurité juridique totale. L'un des objectifs de cet article est maintenant, aujourd'hui, de tenter d'entraver la mise en œuvre de l'article 50 du TUE, qui permet de sortir de l'Union européenne. J'ai eu un débat, il y a maintenant 3 semaines, je crois, à l'université de Rouen, où il y avait le doyen qui nous a fait l'honneur de présider le débat. Il y avait 3 professeurs qui étaient de l'université et moi, dans un débat qui était pour les étudiants et ouvert au public. Il y a eu 450 personnes qui sont venues, ça a été un triomphe. Ils n'avaient jamais vu ça. Enfin, objectivement, c'est vrai. La fois précédente, il y a eu beaucoup de monde, c'était pour Giscard soi-même, 10 ans avant, il n'avait fait que 400 personnes. Nous, on a fait 450, on avait prévu l'amphi de 300, les services de sécurité ont fait dégager parce qu'il y avait des gens partout dans les travées, on est allé dans l'amphi 500 personnes, qui était presque plein. Lors de ce débat, il y avait deux professeurs, dont l'un est un ultra-européiste, qui m'a envoyé ça dans les gencives, qui m'avait dit « mais on n'a pas le droit de mettre en œuvre l'article 50 du fait de l'article 88.1 de la Constitution. Parce que dans l'article 50 du traité sur l'Union européenne, il est prévu que tout État a le droit de sortir de l'Union européenne conformément à ses règles constitutionnelles. » Voilà. Bon, c'est évidemment une broutille, si j'ose dire, dans le contexte général de l'époque, c'est tel qu'il ça arrivera, puisque lorsque nous arriverons au pouvoir et que nous forcerons, à la demande des Français, que nous forcerons les européistes à accepter la sortie de la France de l'Union européenne,
Pour mettre en œuvre l'article 50, il faudra donc procéder en parallèle à une réforme immédiate de la Constitution pour abroger cet article 88.1. Je signale d'ailleurs que l'inexistence de cet article n'avait pas empêché François Mitterrand et Roland Dumas de négocier puis de signer le traité de Maastricht. Et c'est justement pour ça qu'il avait fallu toiletter la Constitution. Donc ça ne sera pas nouveau qu'on soit obligé de modifier la Constitution. Je signale au passage d'ailleurs que la vidéo de ce débat à l'Université de Rouen a été filmée, que nous nous apprêtions à le diffuser, mais que les professeurs en question m'ont fait savoir qu'ils s'y opposaient. Il faut avouer que le débat n'avait pas vraiment tourné à leur avantage. Mais donc c'est quand même dingue. Alors nous allons diffuser le débat qui sera limité à ma seule personne, puisque nous avons mis des grands carrés noirs sur les professeurs et nous avons coupé, et quand à un moment je ne l'ai dit leur nom, mais dit, pour qu'on n'entende pas qu'il y ait... Ce sont des grands démocrates, les européistes, comme vous le voyez. Voilà. Alors, le titre 15 de l'Union européenne, article 88.2, la loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris. Donc vous voyez que, je le disais tout à l'heure, le mandat d'arrêt européen est incompatible avec l'article 34. Donc du coup, on a rajouté un article en disant c'est compatible. Non, ça reste incompatible. Donc on a en gros un article qui dit c'est incompatible, un autre qui dit c'est compatible. Bon, là aussi, incohérence et insécurité juridique totale. L'article 88.3 prévoit donc le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux citoyens de l'Union européenne résidant en France, et donc également aux élections européennes d'ailleurs. Là aussi, c'est un article qui est contradictoire avec les articles précédents, j'en ai parlé. Et puis enfin, et on en aura achevé de l'analyse de cette Constitution, vous l'avez noté, je n'ai pas parlé de tous les articles, parce qu'il y a certains articles, il n'y a pas de commentaires particuliers à faire, mais j'ai quand même parlé des plus importants. L'article 89 sur la révision constitutionnelle, la forme républicaine du gouvernement, c'est la dernière phrase de notre belle Constitution telle qu'elle avait été faite par les constitutionnalistes et Charles de Gaulle en 1958. La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision, et pourtant, elle a eu lieu. Elle n'a eu lieu, il n'y a que ça même. Toutes les révisions qui sont intervenues, en tout cas depuis les années 90, ont en réalité révisé et mis à bas la forme républicaine du gouvernement. Constamment violée, comme le prouve toute l'analyse qui précède. Alors, maintenant que s'achève cette conférence, je voudrais quand même pas l'achever avant de jeter un regard sur ce que j'appelle les bonimenteurs de la Sixième République. Parce que vous savez, il y a des gens qui vous ont dit tout le problème vient de cette satanée Cinquième République, ce qu'il nous faut, c'est une Sixième République. J'ai d'ailleurs rencontré de temps en temps des gens, comme ça, je faisais des conférences, et qui, en aparté, me disaient « Qu'est-ce que vous pensez de la Sixième République ?» Alors je leur répondais invariablement « Et vous, qu'est-ce que vous pensez de la Septième ?» Ils me regardaient, ça veut dire quoi? Je dis « Mais moi, je ne comprends pas plus ce que... Vous comprenez pas ce que je dis, mais je ne comprends pas plus ce que vous dites. Je ne sais pas ce que ça veut dire. » Ça veut dire quoi? C'est un contenant, mais quel est le contenu? Parce que ça se limite à ça, le débat. Ah oui, Mélenchon, je suis pour lui, je suis d'accord avec lui parce qu'il est pour la Sixième République. Ah bon? Très bien. C'était la spécialité de Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est pas moi qui ai choisi la photo. C'est dans le magazine Le Point du 19 mars 2012. Vous voyez, ça remonte pas au calende. C'était il y a moins d'un an. C'était le candidat du Front de gauche à développer sa conception d'une Sixième République dans l'émission présidentielle BFM TV Le Point 2012. La Sixième République de Jean-Luc Mélenchon. Alors, de quoi s'agissait-il? Retour à un régime d'assemblée. Le régime d'assemblée, c'est celui de la quatrième, c'est-à-dire affaiblir le poids du gouvernement. Comme si la priorité du moment, c'était d'affaiblir encore le poids de M. Hérault. Bon.
Introduction de nouveaux droits fondamentaux de la personne. Telles sont les principales propositions du projet de 6e République. Pour le leader du Front de gauche, la 5e République concentre trop les pouvoirs sur une seule personne. Ça veut dire, en gros, qu'il y a trop de pouvoir à Hollande. C'est la critique traditionnelle faite par la gauche depuis la 5e République, depuis 1958, contre le pouvoir personnel. François Mitterrand avait dit le coup d'État permanent, etc. François Mitterrand a oublié de mettre en œuvre, quand il a été président de la République, ce qu'il avait dénoncé. Parce que ce que l'on oublie un petit peu vite, et en particulier ce qu'oublie la gauche, c'est que la gauche est bien contente, était bien contente, d'avoir les institutions de la 5e République quand elle arrivait au pouvoir, parce que cette constitution n'était pas réservée à un camp, et les Français de gauche ont été bien contents quand ils ont élu Mitterrand, qu'en 82, 83, il y a eu des décisions qui donnaient des palpitations cardiaques à la droite, mais qui mettaient en œuvre une politique de gauche, et qui donnaient au président de la République un pouvoir très important pour mener cette politique. Je rappelle l'abrogation de la peine de mort, la nationalisation de tout le secteur bancaire, de toutes les grandes entreprises industrielles. On est pour, on est contre, c'est une autre question. Mais simplement, ça lui donnait des pouvoirs efficaces pour mener une politique. Donc, M. Mélenchon, on revient à une vieille critique. La 5e République concentre trop les pouvoirs sur une seule personne sans assurer pour autant la stabilité gouvernementale. Alors, quelle était la 6e République ? Pour Jean-Luc Mélenchon, il est impératif d'inscrire dans la Constitution de nouveaux droits fondamentaux tels que le droit de disposer de soi, l'avortement. C'est effectivement la grande priorité du moment, vous l'avez noté. La grande priorité du moment pour M. Mélenchon, c'est d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement. L'IVG existe depuis 1974. Et le droit à la fin de soi, c'est-à-dire le suicide assisté. On pourrait le prévoir aussi pour la République. La République a le droit de se suicider. Mais est-ce que vous imaginez, ce que j'ai très grossier, mais le foutage de gueule que ça représente? Alors que notre pays est en train de s'effondrer, que nous sommes en train de disparaître, que la France est en train d'être découpée en morceaux bientôt avec le système de rente des régions, que tous les jours, 1500 personnes de plus basculent sous le seuil de pauvreté selon l'INSEE, que tous les jours, il y a une usine qui ferme et on perd 700 emplois industriels, M. Mélenchon pense que la priorité des priorités, c'est de passer à la 6e République, c'est-à-dire d'inscrire dans la Constitution le droit à l'avortement et au suicide assisté. Il évoque aussi la liberté absolue sur Internet. Il estime de manière générale la sacralisation de la liberté des moyens de production est un problème, etc. Et puis, surtout, les Français sont infestés par le césarisme. Voilà. Il voudrait un régime qui ne comprendrait plus qu'une seule chambre. L'élection de cette chambre se ferait au suffrage universel à la proportionnelle corrigée et non intégrale. Interrogé sur le maintien d'un président de la République élu au suffrage universel direct, il ne tranche pas, laissant le soin à l'Assemblée constituante de régler cette affaire. Voilà. Il n'y a pas un mot sur l'Europe. Rien. Monsieur Mélenchon fait délibérément un faux diagnostic. Il a fait croire aux Français que les problèmes viendraient avec la Constitution de la 5e République, nos problèmes viendraient de là, alors que je viens de vous montrer au cours de cette conférence qu'ils viennent exactement du contraire. Conformément d'ailleurs à ce qu'avaient dit nos pères fondateurs de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, qui disaient qu'il fallait toujours vouloir le maintien de la Constitution. Rappelez-vous, c'était en préambule. Quand je fais cette conférence, je m'inscris exactement dans ce qu'on nous ont conseillé les rédacteurs de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. Constamment, nous devons confronter l'action du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif par rapport aux droits de l'homme et par rapport à notre maintien de notre Constitution. Ce que je viens de vous montrer, c'est que ce n'est pas la 5e République qui pose problème, c'est qu'elle est violée constamment. Que tout ce qui protégeait les droits, nos libertés fondamentales, notre démocratie, que tout ceci a été piétiné, ridiculisé, démantibulé, vidé de sens, complètement perverti. On a perverti le sens des mots pour faire exactement le contraire. Elle est continuellement violée du fait des traités européens dont M. Mélenchon, premièrement, ne parle pas, et deuxièmement, il refuse de les dénoncer. M. Mélenchon, d'ailleurs, n'explique jamais
comment sa 6e République serait mieux appliquée que l'actuelle dans le cadre de l'Union européenne et de l'euro. En quoi le fait d'avoir mis dans la Constitution le suicide assisté, l'avortement, et d'avoir prévu qu'il n'y ait plus qu'une seule chambre à la proportionnelle, en quoi cela changerait le fait que l'on a piqué 80% ou 90% des pouvoirs aux Français, que nous sommes dirigés depuis Bruxelles, depuis Francfort, depuis Washington. Dans le même genre, dans la famille 6e République, je demande le fils, après avoir eu le père. Arnaud Montebourg, 2012, la Nouvelle-France, en marche vers la 6e République. C'était quand il se présentait au suffrage des socialistes pour avoir l'investiture. Que disait monsieur Montebourg? J'allais dire monsieur. La 5e République est née de l'échec de la 4e. Dans un contexte de crise et de guerre où un exécutif puissant était nécessaire. C'est toujours la même idée. L'exécutif est trop puissant. Afin de redonner toute son efficacité à l'action publique et ainsi rompre avec une instabilité devenue périlleuse. La contrepartie fut le bâillonnement du Parlement et l'étouffement du citoyen. La République du général de Gaulle a cependant répondu aux attentes des Français durant de longues années. Ça, c'est le côté plus habile de Montebourg, il essaie de ne pas trop heurter les gaullistes, mais il semble que son esprit se soit progressivement éteint et que l'irresponsabilité et l'impunité soient aujourd'hui la marque de fabrique d'une machine usée et dangereuse. Pas un mot sur l'Europe, ça n'existe pas. Le paradoxe de l'omnipotence présidentielle. Notre régime se base en effet sur un paradoxe qui ne saurait avoir sa place dans une démocratie comme la nôtre, entièrement axée sur l'élection du président de la République, patati patata. Voilà, le président de la République, un Parlement soumis, élu pour 5 ans, l'Assemblée nationale est une chambre d'enregistrement. Enfin bref, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas une Assemblée suffisamment représentative, le président de la République a tous les pouvoirs. Monsieur Montebourg fait, ou plus exactement faisait, le même faux diagnostic que M. Mélenchon. Il faisait croire que les problèmes viendraient de la Constitution de la République alors qu'ils viennent du contraire, qu'elle est continuellement violée par les traités européens dont M. Montebourg ne veut pas sortir. Il n'expliquait jamais comment sa 6e République serait mieux appliquée que l'actuelle dans le cadre de l'UE et de l'euro. Mais il y a quelque chose qui permet de confondre M. Montebourg. C'est que, entre le moment où il a écrit ce texte et aujourd'hui, il s'est passé un petit truc. C'est que M. Hollande est élu président de la République, qu'il y a donc un changement de majorité, et que M. Montebourg est au gouvernement. Il est ministre de M. Hollande. Alors, nom d'une pipe. Maintenant que M. Montebourg est ministre, auprès de M. Hollande, qui a prétendument un pouvoir exorbitant, c'est ce qu'il nous expliquait. Eh bien alors, qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme aux délocalisations? Qu'est-ce qu'ils attendent pour mettre un terme à la destruction de l'économie française? Puisque, paraît-il, ils ont tous les pouvoirs et c'est ça le problème. Vous avez remarqué que M. Montebourg ne parle plus de la 6e République depuis qu'il est ministre. C'est fini. Finita la commedia. Il a la voiture, la voiture avec siège en cuir, loupe d'orme sur le tableau de bord, le chauffeur et le gyrophare. C'était ça qu'il voulait. La conclusion de cette conférence, eh bien, c'est que nous, on va parler de nous un peu, pas de l'UPR, c'est que nous pensons, nous disons, nous nous sommes créés pour cela, que le rétablissement de la démocratie et de la République ne passe pas par une 6e, une 7e, une 583e République bidon. Ça passe d'abord par le fait de récupérer le pouvoir. C'est aussi bête que ça, mais c'est aussi fondamental. Donc ça passe d'abord par la sortie de l'Union européenne. C'est pour ça qu'on s'est créé. Et par une réforme constitutionnelle de grande ampleur, qui sera d'ailleurs motivée par le fait, je l'expliquais tout à l'heure, que la mise en œuvre de l'article 50 imposera de toiletter de toute façon la Constitution. On va toiletter dans le sens inverse, de la toiletter. Et les gens qui pousseront des cris d'orfraie, on dira « Mais non, Madame Chabon, toilette !» Et donc, nous, on enlèvera l'article 88.1, 88.2, etc.
je rappelle en gros quel est notre programme, non pas notre programme global. Il fait 5 heures, je ne vais pas commencer 5 heures maintenant. Je vous renvoie aux conférences, enfin c'est en ligne. Mais en revanche, je voudrais vous parler uniquement de ce que nous avons prévu pour les institutions républicaines. C'est d'abord justement la Constitution. Notre programme embrasse bien d'autres choses, mais en particulier. Donc nous disons que les Français seront appelés par référendum à adopter une réforme constitutionnelle de grande ampleur afin de rétablir les grands principes démocratiques et républicains de souveraineté nationale. En fait, d'abord, nous rendrons à la Constitution de la Ve République son vrai sens. Nous ferons en sorte que les mots qui sont inscrits dessus aient un sens. D'abord, nous abrogerons l'article 88.1 et nous interdirons le principe des transferts de souveraineté. Interdiction constitutionnelle de tout transfert de souveraineté, parce que c'est un vol de pouvoir. Ce qu'on appelle un transfert de souveraineté, c'est aussi de la novlangue, de la langue de bois. C'est comme si vous, monsieur, vous savez ce que c'est le transfert de souveraineté sur votre portefeuille? Donnez-moi votre portefeuille, je vais vous faire un transfert de souveraineté. Donc, interdiction de tout transfert de souveraineté qui ne soit pas précisément limité dans le temps et dans l'objet, et sous contrainte de réciprocité. La suppression de la procédure du Congrès. Nous supprimons la procédure de réforme constitutionnelle par le Congrès prévue dans l'article 89 de la Constitution. C'est ce qui a permis notamment la forfaiture du traité de Lisbonne. Nous imposerons que toute réforme de la Constitution ne pourra désormais plus se faire que par la seule voie du référendum. On ne pourra plus toucher jamais à la Constitution qu'à la condition que les Français soient consultés par un référendum et en décident ainsi. Et que ça ne se fasse pas par des combinazioni à l'italienne entre des députés et des sénateurs qui n'ont absolument pas été élus pour cela et qui d'ailleurs, en vertu de la Déclaration des droits de l'homme, vous vous rappelez, nul corps, nul individu n'a le droit de capter la souveraineté nationale, eh bien nous l'appliquerons dans la profondeur de sa conception. Donc toutes les réformes de la Constitution ne pourra désormais plus se faire que par la seule voie du référendum, et la réforme ne pourra être adoptée que par une majorité des électeurs inscrits. Ça aussi, c'est très important. Parce que je rappelle, par exemple, que les référendums, les modifications de la Constitution où il y a 70% d'abstention, etc., ça doit être un acte positif de la majorité du peuple français. Ces deux dispositions ne pourront pas faire l'objet d'une révision constitutionnelle ultérieure. La transformation du Conseil constitutionnel en une cour constitutionnelle professionnalisée et dépolitisée. J'ai pris exemple sur le tribunal constitutionnel de la République fédérale d'Allemagne, de Karlsruhe, qui est chargé de vérifier l'application de ce que les Allemands appellent le Grundgesetz, c'est-à-dire la loi fondamentale, ou qu'ils appellent plus souvent encore die Bundesverfassung. Verfassung, ça veut dire la Constitution en allemand. À la différence de la France, notre Conseil constitutionnel est composé d'amis du président de la République, du président du Sénat ou du président de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire en fait des politiques, qui, dans le meilleur des cas, ont une vague teinture juridique, ils sont allés au Conseil d'État en sortant de l'ENA, ou bien ils ont eu une maîtrise en droit, etc. Mais ce ne sont pas des magistrats professionnels blanchis sous le harnais, ce ne sont pas des gens qui ont passé 20 ans, 25 ans à juger dans un tribunal. C'est au contraire ce qui se passe en République fédérale d'Allemagne. Je ne dis pas d'ailleurs que c'est miraculeux, mais c'est quand même pas mal, c'est plus protecteur. En République fédérale, il y a des magistrats professionnels qui sont élus par les deux chambres, la chambre basse et la chambre haute, le Bundestag et le Bundesrat, et qui sont donc des magistrats professionnels sans affiliation politique. Les 16 membres de cette Cour seront élus par les assemblées parlementaires pour un mandat non renouvelable de 12 ans. 12 ans parce que c'est important que ces gens aient une longue durée pour justement être indépendants. Et comme ils seront magistrats, on leur demandera de vérifier l'application de la Constitution. Cette Cour constitutionnelle de la République française sera chargée de défendre la Constitution en toutes circonstances et en aucun cas de proposer de la défaire pour s'adapter au traité. Parce que c'est un article dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, mais qu'il importera d'abroger, c'est l'article 54 de notre Constitution qui dit «
Si le Conseil constitutionnel saisi par le président de la République, par le Premier ministre, par le président de l'une ou l'autre assemblée, ou par 60 députés ou 60 sénateurs, a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de ratifier ou d'approuver l'engagement international en cause ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. Tout autre est le fonctionnement allemand, qui, lui, ne fonctionne pas du tout comme ça. Si le tribunal considère qu'un engagement international est contraire à la Constitution, c'est terminé, on ne peut pas signer cet engagement international. Vous voyez le tour de passe-passe. En Allemagne, on protège la Constitution. En France, on dit « Ah, ben c'est pas possible avec la Constitution, donc il faut changer la Constitution ». Le Conseil constitutionnel, c'est ce qu'il y a en haut, hein, c'est une sphinge. Vous savez ce que c'est une sphinge? C'est la femme du sphinx. Ah. Eh bien, la sphinge, qui est la statue en bronze qui orne la porte du Conseil constitutionnel, nous le transformons en cour constitutionnelle de la République française. Nous instaurerons le référendum d'initiative populaire, le référendum d'initiative présidentielle continuant d'exister. Ce référendum d'initiative populaire s'effectuera sous le contrôle de cette nouvelle Cour constitutionnelle de la République française, qui vérifiera seulement si le référendum est bien conforme aux principes de la Constitution. C'est normal. Une loi organique fixera les modalités d'organisation de ce RIP. C'est pas de RIP, hein, c'est pas un RIP, référendum d'initiative populaire. Vous savez ce que c'est une loi organique? C'est une loi qui est adoptée dans des termes un petit peu plus solennels et un peu plus contraignants que les lois ordinaires. Voilà. Les référendums, j'en parlais tout à l'heure, qu'ils soient d'initiative de l'exécutif ou d'initiative populaire, pourront comporter plusieurs questions afin de permettre de nuancer les réponses ou de traiter différents sujets, ce qui évitera ce parfum comment dirais-je, plébiscitaire qui entache un peu dans l'esprit d'un certain nombre de nos concitoyens le principe même du référendum. On voit très bien que dans les pays scandinaves, en Suisse, en Californie, des référendums fréquents donnent beaucoup plus de vie à la démocratie. Par ailleurs, la reconnaissance du vote blanc, nous reconnaîtrons le vote blanc comme un vote à part entière, avec une annulation du scrutin si le vote blanc dépasse, là c'est une erreur d'ailleurs qui est rémanente, non pas dépasse 50%, mais arrive en tête des candidats. Ça veut dire, par exemple, qu'aux dernières élections présidentielles, l'UPR, plutôt que d'appeler, comme nous l'avons fait, à l'abstention, parce que nous n'avions aucune envie de choisir, puisque aucun des candidats en lice, aucun, je dis bien de Madame Le Pen à M. Poutou, il n'y en avait aucun qui proposait ce que nous proposons, que nous considérons fondamental, qui est la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, il n'y en avait aucun, donc nous avons appelé à l'abstention. Certains ont dit, mais comment on ne peut pas s'abstenir, oubliant que tous les partis politiques français, un jour ou l'autre, ont appelé à l'abstention. Le Parti socialiste avait appelé à l'abstention au référendum sur l'élargissement à la Grande-Bretagne du marché commun en 1972. Le Parti communiste français a également plusieurs fois appelé à l'abstention, ou notamment au deuxième tour de la présidentielle de 1969. L'UMP ou le Front National appellent régulièrement à l'abstention, par exemple, pour éviter de choisir. Donc, certains nous ont fait un procès en non-républicanisme. Non, l'abstention est un mode d'expression comme un autre. Mais si le vote blanc était comptabilisé, nous aurions appelé à voter blanc. Parce que si le vote blanc est comptabilisé, vous savez qu'il est compté en plus actuellement, il est compté dans les participations, mais pas dans les résultats. Donc si vous allez voter blanc, non seulement ce que vous faites ne sert à rien, mais en plus de ça, vous donnez de la légitimité aux gens qui sont élus. Parce que là, vous faites monter la participation. C'est pour ça que nous, on a dit l'abstention, parce qu'on ne peut pas faire monter. Nous, on préfère que M. Hollande, M. Sarkozy, M. Copé ou Mme Joly ou M. Tartemuche soient élus avec la plus faible participation possible. Donc si le vote blanc est comptabilisé, ça change tout, parce que si à ce moment-là, il y avait eu un premier tour qui aurait été assez rigolo, où le premier vote arrivant était le vote blanc, dans ces conditions, eh bien, c'est l'annulation du vote pur et simple, et on refait le vote avec un délai de 2 mois, par exemple, ou 3 mois, avec interdiction aux candidats qui se sont présentés de se représenter. Il était arrivé une fois où c'est arrivé en Uruguay, dans une municipalité, où au premier tour de scrutin, eh bien, c'est le vote blanc qui est arrivé en tête, et donc le vote a été annulé, les élections ont été reportées de 2 mois, obligation de trouver d'autres candidats. Donc ça serait quand même assez savoureux, je pense que ça serait pas mal, parce qu'on aurait des surprises. C'est ça une logique, ça veut dire que les gens
Vous savez, c'est l'affaire de la bouteille de saké contre la bouteille de martini. Parce que vous avez une possibilité, quand vous voulez aller acheter du saké que vous trouvez chez l'épicier que du martini, vous vous rappelez mon exemple de tout à l'heure, nous on a dit, on n'achète rien. Voilà. Mais il y a une autre possibilité, c'est tout simplement d'imposer à l'épicier de référencer la bouteille de saké. Voilà. Et c'est ça qu'en fait ça veut dire. Si on a ce système, ça veut dire qu'on impose en réalité que les partis politiques ou qu'on autorise des gens qui n'ont pas été référencés dans les rayons à pouvoir être enfin référencés. L'équité du financement public des activités politiques, la fixation d'un cadre constitutionnel et législatif afin d'assurer l'équité d'accès de tous les mouvements politiques au financement public. Ce financement s'effectuera sur la base d'une aide de l'État uniquement proportionnelle à chaque voix reçue aux élections, cela dès la première voix. Pourquoi je dis ça ? Ça veut dire que actuellement, pourquoi est-ce que nous ne nous sommes pas présentés aux élections législatives ? Parce que d'abord, on n'avait pas d'argent, on en a d'ailleurs toujours très très peu. Vous allez y remédier à la sortie de cette salle, mais actuellement, vous savez que les financements publics, il n'y a que deux façons de financer un mouvement politique, soit par les adhésions ou les cotisations des adhérents ou des donateurs, limitées à 7 500 € par an. Hélas, vous ne pourrez pas nous donner plus cette fois-ci. 7 500 €. Mais vous pouvez adhérer, c'est pour ça qu'on insiste sur les adhésions, c'est important, parce que pour nous, d'abord, ça nous fait gonfler notre mouvement, et puis surtout, ça nous apporte un petit peu, ça nous permet de commencer à éditer des tracts, parce que ça, c'est pas gratuit. Et puis, deuxièmement, la deuxième source de financement, c'est les financements publics. Puisque depuis les lois dites de moralisation de la vie politique française, on ne peut plus se faire financer par des associations, des sociétés privées. Alors le problème de ça, c'est très gentil, c'est que ces lois sur le financement par les impôts des contribuables a été calculée, évidemment, par les députés socialistes et RPR-UDF à l'époque, et comme par hasard, ça favorise outrageusement le PS et puis le RPR-UDF devenu UMP. Pourquoi ? Parce qu'il y a des effets de seuil. Pour gagner de l'argent public, il faut présenter au moins 50 candidats, que les 50 candidats aux législatives fassent au moins 1%, et à ce moment-là, vos voix comptent. Enfin, comme tout ceci coûte de l'argent, nous n'avions pas les moyens, ni surtout la notoriété, pour pouvoir se présenter aux dernières élections législatives. Ce que nous nous proposons donc, c'est que n'importe quel parti se présente, et en fonction des voix qu'il a recueillies, il a de l'argent public. Ça paraît, somme toute, assez logique. Voilà. Le 7e point, le rétablissement et l'extension du crime de haute trahison et de complot contre la sûreté de l'État. Nous voulons réintroduire dans la Constitution française les notions de haute trahison, de complot contre la sûreté de l'État pour le chef de l'État et l'ensemble du gouvernement, parce que nous n'avons rien à craindre et tout à gagner. Et en précisant la signification juridique de ces incriminations que nous inscrirons dans la Constitution, un truc, il faudra revoir ça avec des juristes peut-être de façon plus précise, mais qui pourrait être notamment entente avec des puissances étatiques étrangères ou avec des pouvoirs privés pour mener une politique manifestement contraire à l'intérêt majoritaire du peuple français. Parce que c'est vrai que même la notion de haute trahison n'est pas extrêmement claire. Et puis le 8e point, c'est la réforme du statut de l'élu, l'interdiction du cumul des mandats électifs, quels qu'ils soient, la suppression du cumul des rémunérations pour les élus qui exercent plusieurs mandats, ils n'auront que la meilleure des rémunérations, comme ça, ils seront beaucoup moins tentés de cumuler les mandats, donc ça fera de la place pour les autres, parce que les gens disent, finalement, il faudrait trouver un moyen d'améliorer la démocratie, mais c'est simple, il suffit déjà de déverrouiller l'accès aux fonctions électives. Donc déjà, si on décourage le cumul des mandats, le principe également général de limitation à un seul renouvellement pour tous les mandats électifs, quels qu'ils soient. Vous avez vu que dans la Constitution New Look, version Sarkozy, qui par adoration du système américain a introduit le principe que le président de la République ne peut pas être réélu plus d'une fois, il ne peut pas faire plus de 2 mandats, nous disons très bien, pourquoi pas, laissons-le, mais appliquons-le à tout le monde. Tous les députés, les sénateurs, les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, ça fera un formidable appel d'air. Pourquoi est-ce qu'on serait obligé d'avoir des maires qui sont maires d'une ville depuis 30 ans, ou des députés, à la place aux autres,
Ça n'est pas des trucs à vie, d'ailleurs ça favorise les dynasties. Après c'est le fils, c'était la famille médecin par exemple, la SARL médecin à Nice. Vous avez le père, le fils, etc. C'est fini tout ça, ça c'est pas républicain. Hein. Donc je pense que la limitation à un seul, évidemment, en disant ça, on ne met pas tous les atouts dans notre jeu pour avoir les 500 parrainages pour l'élection présidentielle. Mais nous avons quand même prévu une exception pour les maires des petites villes, parce que c'est vrai que pour des petits villages où il y a 300 ou 500 habitants, là où il n'y a pas forcément beaucoup de volontaires, c'est difficile de limiter à 500. Là. Ça tombe bien parce que c'est eux qui nous donnent des parrainages. Qui devraient nous donner. Non, parce que de toute façon, les autres sont tenus par l'UMP, PS, etc. Le principe également de l'inéligibilité à vie des responsables publics condamnés pour corruption. C'est pas normal. Il n'est pas normal que quelqu'un qui a été condamné pour corruption ne soit inéligible pendant 5 ans. Il y a 63 millions de Français. Il y a énormément de il y a beaucoup de Français qui pourraient détenir des mandats électifs. Nous estimons en tout cas que quelqu'un qui a été condamné pour corruption, voilà, il a perdu ses chances. Et on va pas le remettre en truc pour qu'il recommence. Enfin, c'est quand même incroyable, non? Voilà. C'est une évidence, encore faut-il le noter. Le principe de l'examen périodique de l'existence ou non de conflit d'intérêts. Pour le service public, nous précisons l'inscription dans la Constitution française des services publics non privatisables par nature, ce que nous pourrons faire puisque nous serons sortis de l'Union européenne, des GOP, des trucs et des machins. Donc, nous inscrirons que doivent être des services publics non privatisables, je le rappelle, EDF, GDF, La Poste, tous les réseaux, c'est-à-dire les réseaux d'autoroutes, les réseaux d'adduction d'eau, France Télécom, j'en oublie sans doute, et puis également toutes les banques qui bénéficieraient d'une aide publique. Vous avez besoin d'une aide publique pour être sauvé, très bien, vous êtes nationalisé. C'est normal. Quand c'est la collectivité publique qui vient, parce que vous connaissez le système des banques, les profits sont pour moi, les pertes sont pour la collectivité. Non. Et puis voilà, eh bien nous en arrivons à la fin de cette conférence. Je vous avais promis plus brève qu'hier. Je termine, comme je le fais souvent, en montrant un petit éclairage de ma collection privée de médailles. Et c'est une médaillette d'ailleurs de Montagny, qui en veut, je crois, fait à peu près 3 et quelques centimètres de diamètre, et qui représente la République française. C'est marqué sur le pourtour. On la voit ici un petit peu, on dirait une déesse grecque d'ailleurs. C'est signé Montagny. C'est une médaille qui a été frappée en 1848, très exactement le 4 mai 1848, pour la première Assemblée nationale. Vous savez, après que Louis-Philippe, le dernier roi, le roi des Français, a été chassé donc en février 48, suite à la Révolution de 48. Il a quitté ses fonctions déguisé en vieille dame, ce qui n'est pas très glorieux pour la fin de la monarchie française. Mais sur cette médaille, donc, l'Assemblée nationale se réunit le 4 mai, et en dessous, vous avez cette belle phrase « La puissance législative appartient au peuple et ne peut appartenir qu'à lui ». En définitive, c'est toujours la même histoire renouvelée. Hein, comme m'avait dit De Gaulle, on en a vu d'autres. Hein, donc il faut quand même, c'est le message d'espoir que je voudrais vous porter ce soir. Nous sommes dans une situation dramatique, ça va empirer, ça va s'aggraver, mais toute notre histoire nationale nous porte à penser qu'il y aura une fin au saucisson et que les Français vont se ressaisir et redonneront la puissance législative au peuple français, c'est-à-dire la République et la démocratie. Je vous remercie.